Salut et bienvenue à tous sur votre 35e épisode de The Trick Play. Aujourd'hui, nous continuons les previews et nous allons direction la Big Ten East, comme on l'avait dit dans le dernier épisode. On va faire un petit teasing. Aujourd'hui, on présentera des équipes telles que Michigan avec un invité mystère, Rutgers, Penn State, Maryland, Ohio State, Indiana et Michigan State. On va démarrer tout de suite du côté de l'équipe, la grosse équipe que vous connaissez tous en Big Ten East et qui roule un peu chaque année sur tout le monde, Ohio State, qui va nous être présenté par notre ami Robin d'Oregon. Bonjour Robin. Écoute, merci Elio pour cette annonce. Si jamais vous hésitez à choisir une équipe et pour commencer à suivre le college football, Ohio State, c'est une très bonne équipe pour suivre parce c'est toujours fun à voir jouer. Ils sont toujours dans le haut du classement et jouent à des heures plutôt décentes, étant donné qu'ils sont sur la côte Est. Donc, si jamais vous avez été familier avec la saison 2019, ils ont fait une saison presque parfaite. Ils ont terminé la saison 2019 avec un bilan de 13 victoires et une défaite. Donc, leur seule défaite étant contre Clemson en demi-finale du championnat universitaire, le CFP, au Fiesta Bowl. Donc, ils ont perdu 29-23. Cette saison a été globalement très réussie pour Ohio State. Ils avaient une équipe pour aller en finale et gagner le championnat, mais Clemson a été plus fort sur ce match. Ils ont été un peu volés, me dirait Guillaume. Mais voyons, Clemson a remporté ce match 29-23, comme j'ai dit. En ce qui compte, ils finissent quand même Big Ten champion puisqu'ils ont gagné contre Wisconsin 34-21 après avoir mal commencé le match. Et dans les scores notables de la saison, on peut quand même souligner leur victoire contre Maryland 73-14, Elio. Ils ont battu aussi Wisconsin 38-7. Ils ont battu Wisconsin 38-7. Belle victoire aussi à Penn State 28-17. Et le fameux match contre Michigan, tous les ans ils gagnent 56-27. C'était très dur à regarder pour Michigan, n'en déplaise à Charles aussi. Donc une saison somme toute réussie avec 13 victoires, une défaite seulement au championnat national. Donc ils finissent quand même la saison sur une bonne note, je dirais. Enfin, mauvaise note, mais ils font quand même une bonne saison. Cette année, c'était un peu bizarre parce qu'ils ont perdu beaucoup de joueurs à la draft. Ils ont perdu notamment des stars comme Chase Young, le numéro 2 de draft, le defensive end, qui est parti à Washington. Ils ont perdu aussi numéro 3, Jeff Okuda, le cornerback au Detroit Lions. Ils ont perdu J.K. Dobbins, leur running back. À noter aussi un peu de O-line sur Jonah Jackson et un peu de receveur avec KJ Hill, par exemple, et Austin Mack aussi. Donc, c'est une équipe qui va se renouveler puisqu'il y a beaucoup de joueurs, de gros joueurs. Enfin, quand on voit que 2 cornerbacks partent dans le premier tour de la draft, ça va être chaud à remplacer. Plus des receveurs, plus running back et le meilleur joueur défensif du pays avec Chase Young. Donc ça va être une saison dans laquelle il va falloir trouver des nouveaux leaders. Mais ils ne sont pas en mal de leaders puisqu'ils ont toujours Justin Fields, le quarterback en provenance de Georgia, qui était un transfert l'année dernière, qui a fait une saison qui était, s'il y avait pas eu, moi je pense que si Joe Burrow n'était pas Eastman et n'avait pas fait la saison qu'il avait fait, ça aurait été Justin Fields parce qu'il a des stats tout simplement hallucinantes. Il envoie pas trop d'interceptions, il marque des TD à la course, à la passe. C'est vraiment un très gros joueur et c'est un des top 3 prospects pour la draft l'année prochaine avec Penny Swell et Trevor Lawrence. Donc, une équipe menée par un top QB, on sait que ça va toujours assez loin au foot américain universitaire. Donc, ça va être intéressant à voir. En ce qui concerne leur nouveau recrutement, on peut dire ils ont la 5e classe du pays pour 2020. Ils ont notamment le wide receiver Julian Fleming, qui va venir aider cette escouade, qui est le 3e joueur national, donc 5 étoiles forcément. Ils ont aussi l'offensive tackle Paris Johnson, le 5 étoiles classé 9e du pays. Donc ils ont beaucoup de gros joueurs qui vont arriver en tant que freshman. Ils ont déjà des joueurs qui étaient très bons.
Donc, au niveau de l'équipe en tant que telle, l'attaque, elle va rouler, comme d'habitude, à l'habitude d'Ohio State. Toujours avec Justin Fields à la baguette, ils vont avoir des nouveaux receveurs. Ils vont garder aussi Chris Olave, qui est un très bon receveur. Ils vont avoir Julian Fleming aussi. Ils vont aussi avoir Jackson Smith Njiba, qui est un slot receveur qui est en train de monter. Et ça va être un prospect pour les années à venir. Et ils ont toujours leur tight end, Jeremy Rutgers, qui est là depuis un bon bout de temps. Euh, donc ça va être pas mal au niveau de l'attaque. Le running game, il va falloir trouver un remplaçant à J.K. Dobbins, qui mettait, il me semble que ça fait 2 saisons qui est le leader à la course pour Ohio State, même peut-être même 3. Mais il y a Master Teague de Third qui a eu 789 yards la saison dernière, qui va, qui va certainement prendre le coup de la succession de J.K. Dobbins. Ou alors, on peut avoir aussi des joueurs un peu plus jeunes comme Steel Chambers, ou même un grade transfert en provenance d'Oklahoma, Trey Sermon, qui va potentiellement aussi pouvoir être utilisé. Au niveau de la ligne, toujours, on connaît la ligne de Ohio State. Hein, généralement, ils sont pas mal. Ils ont recruté un peu en ligne. Ils en ont perdu un peu, mais ils ont recruté aussi. Donc, ça va être intéressant à voir. En ce qui concerne la défense, c'est un poste. Il va falloir un peu serrer les fesses pour moi parce que ils perdent les 2 meilleurs joueurs défensifs de la draft avec Jeffrey Okudah et Chase Young. Du coup, le poste pour rusher le passeur, c'est toujours très important. Et surtout au niveau des cornerbacks avec Jeff Okudah et Damon Arnett qui est parti au premier tour chez les Raiders. Donc, et aussi Jordan Fuller qui est parti. Donc leur secondary il va être très jeune ou avec moins d'expérience et passer de Jeff Okudah et Damon Arnett à des joueurs un peu moins talentueux, ça va être un peu dur les premiers matchs, mais on sait que Ohio State ils forment des bons DB. Donc en général la défense elle va être plutôt bonne, un peu moins que l'année dernière, mais quand même pas mal. Euh, je dirais que cette saison, ça va être l'attaque qui va porter l'équipe, encore une fois. Et en Big Ten, on sait que ça court beaucoup, donc il va falloir savoir bien courir malgré Justin Fields. Donc, mon prono pour la saison à venir, sachant qu'ils ne jouent pas 3 matchs, les 3 matchs d'ouverture, ils ne les jouent pas. Ils avaient au programme Bowling Green, Oregon, à Eugene et Buffalo. Mais sachant que Bowling Green, Oregon et Buffalo sont hors conférence, ils ne vont pas pouvoir jouer. Donc c'est dommage parce que le match contre Oregon, ça aurait été un très très gros match. Le 12 septembre, ça aurait été le match à suivre de la semaine et c'est dommage que ce soit annulé, mais on comprend pour les raisons sanitaires. Donc au programme, ils jouent Rutgers, Iowa, Michigan State, Penn State, Nebraska, Indiana, Maryland, Illinois et Michigan. Et je les vois avoir un bilan parfait, 9 matchs, 9 victoires. Le match le plus dur sera contre Penn State, à Penn State, le 24 octobre. Donc on en parlera tout à l'heure pendant la preview de Penn State, mais ça va être un très gros match. Et puis la petite rivalité, si on peut appeler ça une rivalité, mais moi je dirais plutôt le pugilat contre Michigan le 28 novembre pour la petite pique. Donc voilà, un bilan plutôt parfait avec 9 matchs joués, 9 victoires, ce qui nous amènerait en playoff et à voir ce qu'ils font en playoff. Mais pour moi, le chemin est libre avec Clemson et pour moi, ça va jouer en finale nationale contre Clemson. Voilà. Merci Robin pour nous avoir présenté les monstres du Big Ten, Ohio State. On va passer désormais chez moi, chez Elio de Maryland. On va parler des Maryland Terrapins. Alors là, ça y est, je me suis mis en mode. J'ai le short, j'ai le maillot, à fond, à fond. Déjà, je vais juste faire une petite parenthèse en démarrant. Voilà, j'ai vu récemment, ces dernières semaines, des commentaires pas très sympas, hein, notamment sur Twitter, venant principalement d'un média dont je ne citerai pas le nom, mais qui est censé être impartial, voilà, qui lançait beaucoup de pics sur Maryland, un programme de seconde zone, pour être très sympa dans la manière de parler.
sans charriage direct, on va dire. Puis aussi, comme quoi Maryland avait été inclus dans le Big Ten parce que le Big Ten voulait ouvrir son marché du côté de Washington. Alors, c'est une petite raison, en effet, mais Maryland à côté, le Big Ten voulait absolument de Maryland pour son niveau académique, qui a quand même un très très bon niveau sur certains points académiquement. Vous allez sur le site de la fac, vous voyez, hein, il y a tous les classements, il n'y a pas de problème. Mais aussi parce que Maryland est quand même une fac réputée pour des sports en dehors du football, des sports tels que le soccer. Enfin, c'est quand même les derniers champions à plusieurs reprises. Le basket, ils ont failli être en March Madness cette année. Et puis en règle générale, ils ont toujours des joueurs qui sortent à la draft. Ils font toujours de bonnes saisons. Le softball, enfin voilà, il y a beaucoup de choses. Il y a aussi une équipe là ça faisait plusieurs années qu'il y avait un projet de centre qui est en train de se construire là actuellement, un gros centre sportif et médical. Donc voilà, le Big Ten ne s'est pas résolu à aller vers Maryland que pour le marché de la capitale de Washington. Ça leur apporte pas forcément grand-chose, surtout quand on voit qu'il y a d'autres équipes telles que Rogers ou Indiana. Voilà, enfin bref. Parce que c'est dommage parce que le programme là est en train de changer totalement. On parle des Terrapins. Alors les résultats de la saison dernière, hein, c'est médiocre. C'est quand même 3 victoires pour 9 défaites. Et en conférence, une victoire pour 8 défaites. Alors la première victoire, c'était en week 1 face à Howard, hein, qui est juste à côté de Washington, une historique black, un historique black college university. 79-0, donc ça a failli être le record historique de points marqué par Maryland, le record qui est de 82 points. Puis en week 2, victoire 63 avant face à Syracuse. Alors je vous raconte pas, hein, j'étais en train de croire à une saison de folie. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe surtout face à Syracuse. Et puis l'autre victoire, la seule autre victoire, c'était face à Rogers, 48-7 en week 5. Des défaites par contre face à Temple, une défaite de peu, et c'est assez stupide. Défaite face à Penn State, les rivaux, hein, les grands rivaux, 59-0. Et c'était un match où j'étais malheureusement présent. Je vous avais déjà raconté dans un épisode précédent. On va pas y revenir, mais on s'est fait totalement blackout et j'étais malheureux d'être là à ce moment-là. Défaite face à Purdue, 14-40, ça c'est impossible de se prendre des défaites comme ça. Indiana, 28-34, défaite à Minnesota, 52-10, défaite face à Michigan où j'étais également présent, 7-38, où j'ai pu admirer le grand Shea Patterson. Shea Patterson, non, je suis méchant, c'est juste que j'en profite. Parce que je croyais en ce gars. Défaite à Ohio State, comme l'a dit Robin, 14-73, c'est incroyable. Défaite face à Nebraska, 7-54, c'est un match où je devais aller d'ailleurs, et je remercie Annabella et Alexis qui sont arrivés ce jour-là et qui m'ont fait rater ce match, parce que voilà la défaite. Puis défaite face à Michigan State, 16-19 sur le dernier match. Voilà, au niveau de les people, eh bien dans les people, il faut savoir qu'on a été classé 21e en week 2 et puis ensuite plus rien. C'était après la victoire face à Syracuse et bien sûr, nous n'avons eu aucun bol cette année. Pour les mouvements d'intersaison, eh bien Mike Locksley, le head coach, sera présent pour sa deuxième saison. Mike Locksley, c'est l'ancien offensive coordinateur d'Alabama, celui qui a développé Tua Tagovailoa, hein, qui en a fait une star. Enfin, c'est la première année où Tua est vraiment devenu star, mais aussi qui a développé des Jerry Jeudy, Henry Ruggs, hein, donc toute l'offense d'Alabama, et qui a été un bon bras droit de Nick Saban, qu'il a regretté d'ailleurs, je ne sais plus, je l'avais lu quelque part. Nick Saban était un peu déçu du départ de Locksley, et il sera accompagné, Mike Locksley, pour sa deuxième saison au poste d'offensive coordinateur de Scotty Montgomery, l'ancien head coach d'East Carolina, et pareil pour sa deuxième saison du defensive coordinateur John Hawk, l'ancien DB coach pendant plusieurs saisons, hein, des Houston Texans, des Chicago Bears, et plus récemment des Tampa Bay Buccaneers en NFL. Voilà, pour les départs à la draft, et bien départ du running back star, hein, Anthony McFarland, il va nous manquer, Tonio. 4e tour du côté des Steelers, départ du safety Antoine Brooks Jr., pareil, il va nous manquer énormément. 6e tour du côté des Steelers également. Et bien pourquoi les Steelers, 2 jours de Maryland? Parce que Mike Tomlin est un très bon ami de Michael Locksley, que son fils Dino Tomlin est receveur chez nous, et que Mike Tomlin vient régulièrement sur le campus, parler avec les joueurs, voilà, donner des petites conférences devant les joueurs, et il est très proche de Maryland en fait. Donc voilà, il a recruté ce qui, pendant cette pandémie où il ne pouvait pas forcément voir les joueurs en personne, il a recruté ce qu'il connaissait déjà, Mike Tomlin, du côté des Steelers. Et puis pour cette draft, en undrafted free agents, on a le départ de Jay Volnick, le running back du côté des Giants, hein, grosse perte aussi parce que la paralytique McFarland, ça faisait du sale un peu. Enfin, c'était un des seuls rayons de soleil de la saison dernière.
Départ du cornerback Tino Ellis du côté de mes Saints. Du coup, ça m'a fait plaisir en tant que fan des Saints également. Départ du tight end Tyler Mabry du côté des Seattle Seahawks. Et départ de Keandre Jones, aussi grosse perte, l'outside linebacker du côté de Chicago Bears. Keandre Jones, qui était un ancien transfert de Ohio State et qui avait fait 7 sacs l'année dernière en étant outside linebacker, à moitié defensive end, bien sûr. Voilà, grosse perte. Départ sur la ligne d'Ellis McKinney en fin d'année senior, qui était quand même un O-line qui était titulaire depuis plusieurs saisons. Grosse perte également. Et puis, on a eu tout un bouleversement au niveau de la QB room. Parce que Tyrell Pigrome, le QB remplaçant, mais qui a joué plusieurs matchs, vu que notre QB principal s'était blessé la saison dernière, Tyrell Pigrome qui est parti du côté Western Kentucky. L'autre remplaçant, Max Portenschlager, quarterback qui est du côté de Florida International University. Et on avait un quarterback 3 étoiles, Tyler DeSue, qui avait un bon petit potentiel, qui a joué quelques snaps et qui a arrêté le football. Malheureusement, je crois que c'est trop de blessures à répétition. Voilà, au niveau des commits, on va passer aux commits. 31e classe nationale du pays, voilà, et 6e meilleure classe en Big Ten. Arrivée du receveur star et meilleur joueur lycéen du Maryland, le 5 étoiles Rakim Jarrett, notre nouveau Stephen Diggs, voilà, Rakim Jarrett. Ça a été la grosse surprise et ça a fait vraiment plaisir. D'ailleurs, Jarrett qui était classé comme deuxième meilleur receveur de sa classe lycéenne et finalement qui est tombé en quatrième meilleur receveur une fois qu'il a commit à Maryland. Franchement, c'était pas forcément sympa. Arrivé aussi de Ruben Hippolyte, l'outside linebacker 4 étoiles, le 17e à son poste, qui vient de Floride. Arrivé de Penny Boone, le running back 4 étoiles, qui vient du Michigan et qui avait notamment des offres de Michigan et Michigan State. Donc, bien joué à Loxley de l'avoir convaincu. Arrivé d'Osita Smith, 37e meilleur safety du pays. Isaiah Jacobs, 35e meilleur running back du pays. Donc, on a 2 running back top 35. Ryan Wilmot, 48e edge. Et plein d'autres joueurs 3 étoiles. Voilà. Mais surtout, au niveau des arrivées, on a beaucoup de joueurs qui sont bien classés en JUCO. Il y a eu un énorme recrutement venu du Junior College de notre côté, avec notamment plusieurs joueurs qui viennent d'Independence Community College, l'école qui a été filmée dans les 2 dernières saisons de Last Chance U sur Netflix, que je vous invite à voir. Quasiment tout le monde l'a vu. On le sait, on sait très bien. C'était des joueurs du coach Brown. En joueur de JUCO, il y a notamment TJ Kotei, le 7e meilleur intérieur linebacker de JUCO, Jory Bunch, le 9e guard, qui me suit d'ailleurs sur Twitter. Je le remercie. Merci Jory. Amelio Moran, 20e offensive tackle. Ami Fino et Almos Titi, les 11e et 12e meilleurs defensive tackle. Jack Orion Bennett, 11e cornerback. Il y en a plusieurs en fait. Il y en a d'autres encore. Et franchement, c'est que des joueurs revanchards qui ont un beau classement, qui ont quelque chose à apporter. Donc, c'est pas si mal. C'est pas bête du côté de Mike Loxley. Mike Loxley, qui est un excellent recruteur, c'est un vrai dénicheur de talent. Il était déjà connu pour ça dans ses facs précédentes, notamment à Alabama. Faut dire que pendant la pandémie, là, il organisait sur Instagram des lives Instagram avec des anciennes grandes figures de Maryland ou des joueurs qu'il a coachés qui venaient pour en fait promouvoir un peu le programme de Maryland et le coach Mike Loxley. Comme ça, il attirait de nouvelles recrues. Il y a eu Tua Tagovailoa, il y a eu Mojo Rawley qui est en WWE et qui joue à Maryland sur la D-line, je crois. Enfin, il y a eu plein de mecs. Il y a eu Mike Tomlin, il y a eu Sean Payton, le coach de mes Saints. Enfin, plein de grosses personnalités qui sont venues et Loxley qui a fait du beau boulot parce que je regardais les lives, il y avait beaucoup de gens qui suivaient. Voilà, donc on parle actuellement de la classe 2020, mais la classe 2021, j'en parlerai pas, mais elle va être énorme parce qu'on a déjà beaucoup de 4 étoiles qu'on commit chez nous, on fait partie d'une des meilleures classes du pays, et ça va changer. Enfin, vous verrez, c'est pour ça que je dis qu'il faut attendre, il faut être patient, parce que vraiment l'année prochaine, vous allez voir. Voilà, et quasiment tous les meilleurs joueurs de l'État qui ont déjà commit pour 2021 chez nous. Donc franchement, le futur s'annonce complètement différent que ces dernières saisons. Au niveau des transferts, on a l'arrivée de Dejuan Ellis, le receveur ancien 3 étoiles de Virginia Tech, donc pour apporter un peu de profondeur, et du running back de Michigan, Jordan Castleberry. Mais le gros coup, le très gros coup, et ça y est, il faut qu'on en parle, gros coup de Mike Loxley, eh bien le frère de Tua Tagovailoa, qui s'appelle Tolia Tagovailoa, un ancien 4 étoiles pour la classe 2019 et 5e meilleur QB Pro Style du pays, vient chez nous depuis Alabama. Voilà, il transfère chez nous. On sait que la famille Tagovailoa, le père dirige un peu tout, c'est très famille, il faut rester tous ensemble. Ils étaient partis d'Hawaï, ils étaient tous déménagés en Alabama pour Tua. Ensuite pour Tolia, et puis là ils sont tous allés à Miami parce que Tua était drafté du côté des Dolphins. Et en fait, le père Tagovailoa connaît bien Mike Loxley, et c'est pour ça qu'il lui a entre guillemets
confier son fils et il sait qu'il sera entre de bonnes mains. Donc vraiment, ça fait plaisir. On va voir si Tolia aura l'occasion de jouer cette année ou pas, selon l'éligibilité attribuée ou non par la NCAA, qui en ce moment a d'autres cas à gérer, je pense. Au niveau des points forts, c'est quand même une équipe qui se construit, donc de très bons renforts depuis que Mike Locksley est head coach. Surtout des joueurs avec du beau potentiel qui sont déjà présents dans l'équipe et qui vont évoluer, ça faut le savoir. L'arrivée de Jarrett et Tagovailoa, les éclosions des receveurs, du receveur Dante Lemus, du tight end Chigoziem Okonkwo, le retour du receveur qui était blessé l'année dernière, Jason Jones, un très bon receveur. L'équipe jouera un peu moins en spread offense que la saison dernière et aura un peu plus d'atouts offensifs quand même. Le poste de running back, il faudra quand même tout de même pas le négliger, parce qu'il y a 2 nouveaux commits à fort potentiel à son poste, mais il y a aussi quelques joueurs qui ont joué plusieurs snaps l'année dernière, donc Jack Funk qui était très bon mais qui s'était blessé, et Tyan Fleet Davis aussi qui avait montré des belles choses. La O-line elle s'est un peu renouvelée avec l'arrivée des joueurs de Joko, et devrait être quand même un peu meilleure que la saison dernière. Surtout, il faut voir que cette attaque, elle s'annonce quand même explosive, comme d'habitude, avec Mike Locksley et Montgomery. Et il y a quand même, on en marquait des points la saison dernière sur certains matchs, et ça devrait être encore le cas cette année, un peu plus même. Au niveau des points faibles, c'est quand même la défense en général. Perdre Tino Ellis et Antoine Brooks, c'est préjudiciable, mais totalement préjudiciable même. On s'attend à manger quelques gros scores. On connaît les scores de basket du côté de Maryland. J'aurais jamais dû dire ça, ça me revient tout le temps dans la tête. Mais plus pour longtemps. Avec la classe de commit 2021, je vous en dis pas plus, vous irez voir. Plus pour longtemps les scores de basket. En revanche, il y a des joueurs tels que le linebacker sophomore Inde LA, le cornerback safety Nick Cross, et l'autre linebacker, Chase Smith, l'ancien de Clemson, qui est arrivé l'année dernière en transfert de Clemson, qui devrait step up assez rapidement et devenir les nouveaux leaders défensifs. C'est vraiment des joueurs qui vont être à suivre au niveau de la défense. Et en parlant de joueurs à suivre en attaque, il y a Lance Legendre, parce qu'on n'en a pas parlé de Lance Legendre. Vous l'avez tous vu dans la saison numéro 2, je crois, ou non, numéro 3 de QB1 sur Netflix. Ce jeune quarterback 4 étoiles de Louisiane qui finalement, à la dernière minute, je crois qu'il avait commit à Kentucky, ensuite il change, il ne sait pas trop, et dernière minute, il commit à Maryland avec les efforts de Mike Locksley. Dans le cas où Tolia Tagovailoa ne puisse pas jouer à cause des règles d'éligibilité NCAA, le genre il va sûrement prendre sa place de titulaire aux dépenses de Josh Jackson, le quarterback titulaire de la saison dernière, l'ancien de Virginia Tech, arrivé en transfert, mais qui n'a pas été bon et qui a été souvent blessé. Donc ça va être le moment pour le genre de prouver qu'il est légitime à être titulaire, à mener une attaque dans un système où il pourra utiliser sa vitesse s'il ne peut pas passer, parce que le genre est un dual threat et court très très vite. Et puis Rakim Jarrett sera aussi à surveiller, parce qu'il de toute manière, c'est le nouveau Stephen Diggs. Comme Stephen Diggs, c'est en 5 étoiles, il est du Maryland, il a commit et il vient pour être true freshman et jouer dès sa première saison. Donc voilà, l'offense va avoir besoin de lui immédiatement. Et en plus, plutôt il prend de l'expérience face aux défenses du Big Ten, mieux c'est, faut le dire. Et en défense, à surveiller le 4e safety du pays, un ancien 4 étoiles en 2019 et sophomore, donc deuxième année, Nick Cross qui sera surveillé. C'est un defensive back hybride, cornerback safety, qui entame sa deuxième année. Après une première année réussie quand même, 45 tackles, 5 passes deflection et 2 interceptions l'année dernière. Pour un rookie en Big Ten, c'est très très bien. C'est un énorme espoir du côté du Maryland, surtout qu'il a grandi dans l'État. Et puis c'est aussi un très bon recruteur sur les réseaux sociaux pour les commits des alentours. Il recrute à fond. Donc merci Nick. Vraiment, c'est super cool. Au niveau du calendrier, je vous promets que j'ai bientôt terminé. Les 3 premiers matchs prévus sont bien entendu annulés en raison du Covid. C'était des matchs hors conférence. Il s'agissait de Towson, l'équipe voisine du côté de Baltimore, Northern Illinois et Cincinnati. On fait des bisous à Cincinnati, France. Premier match le 3 octobre face à Minnesota à domicile, dans notre cher Maryland Stadium. Ensuite, déplacement à Indiana, déplacement à Northwestern, domicile face à Wisconsin et Rutgers, déplacement à Michigan, domicile face à Ohio State, déplacement à Penn State, et puis match à domicile face à Michigan State pour terminer comme l'année dernière. Les objectifs et enjeux de cette saison, faut bien entendu faire mieux que l'année dernière. Le coaching staff va prendre de plus en plus ses marques. Mike Locksley doit continuer ses campagnes de recrutement pour 2021-2022 qui sont déjà quand même très très bien réussies pour l'instant, et surtout grâce à une équipe de plus en plus séduisante. Il faut développer tous les nouveaux jeunes joueurs à fort potentiel et pas hésiter
à faire jouer des freshmen et des sophomores, des premières et deuxième années, même si au risque de perdre méchamment plusieurs matchs, mais tant pis, il faut leur donner de l'expérience, et puis ensuite, dans 2-3 ans, on va voir comment ça se passe. Ça devrait aller mieux. Au niveau de la projection, c'est 3 victoires pour 6 défaites, avec des victoires à Indiana, je suis quand même optimiste là-dessus, j'avoue, à Northwestern et face à Rutgers. Et puis, je dirais sincèrement, un upset est possible face à Michigan State lors du dernier match, parce qu'on en parlera tout à l'heure en fin d'épisode de Michigan State, qui entre dans une saison assez particulière. J'ai assez parlé comme ça, je suis navré. En tout cas, go Terps, hein, n'hésitez pas à me poser des questions sur les Terrapins. Je vais m'énerver tous les jours, je sais, pendant la saison, mais c'est pas grave, on fait comme ça. Merci de m'avoir écouté. On va passer à Charles, qui est notre invité, Charles de Michigan France, que vous pouvez trouver sur Twitter, que je vous invite à suivre. Charles, si tu veux me rappeler l'arrobase, c'est Maize and Blue. Je ne sais plus exactement. Exactement. Maize et Blue. Eh bien, Charles, bienvenue à toi. Et Charles donc, va nous présenter Michigan. C'est ça, exactement. Donc, alors moi, tout à l'heure, je voudrais dire que si vous démarrez dans le college football et que vous devez choisir une équipe et que vous n'aimez pas le rouge, vous pouvez tout à fait choisir les Bleus de Michigan. Donc, en ce qui concerne la saison 2019, donc, pour l'équipe qui est coachée par Jim Harbaugh, c'est le pire bilan de l'équipe depuis 3-4 ans. Donc, on finit à 9-4. C'est une saison qui est quand même tout à fait décevante, surtout que dans l'équipe, il y avait pas mal de juniors et de seniors, donc on arrivait un peu en fin de cycle et malheureusement, ça n'a pas vraiment performé. Au niveau des victoires et des défaites, on a très peu de satisfaction au niveau des victoires. On a juste une belle victoire contre Notre-Dame sous la tempête. Contre Michigan State aussi, ça s'était bien passé. Malheureusement, on perd contre les gros de la conférence Big Ten, et notamment Penn State, Wisconsin et Ohio State, encore une fois. Ou alors, on n'a vraiment pas existé contre Ohio State. Encore une fois, ça va être reproché à Jim Harbaugh. Ça fait des années maintenant qu'on lui reproche. Et donc, on joue un bowl, alors je ne me souviens plus lequel, contre Alabama. Et là encore, c'était une défaite nette et sans bavure. Donc voilà, une saison 2019 qui est globalement à oublier pour l'équipe de Jim Harbaugh. Au niveau des départs, donc comme je le disais, on était en fin de cycle, pas mal de juniors et de seniors dans l'équipe. On a perdu beaucoup de joueurs, notamment en attaque, et notamment sur la ligne offensive où on perd 4 titulaires. Donc, on part clairement sur un nouveau cycle. Il y aura beaucoup de choses à reconstruire, mais il y a du talent, donc on y croit. On perd aussi en transfert un des receveurs titulaires, Tariq Black, qui est parti pour Texas, et un linebacker, Devin Gill, qui part à Florida State, il me semble. Donc voilà, il y a des trous à combler, mais au niveau des arrivées, on a très peu d'arrivées via le transfert qui sont significatives. Et au niveau de la classe de recrutement, en 2020, on est classé numéro 14. On n'a aucun 5 étoiles qui a commit cette année. Par contre, on peut espérer que des joueurs comme Braden McGregor, Blake Corum et AJ Henning aient rapidement du temps de jeu dès la première année en tant que freshman. Donc voilà, on espère quand même. Ce qui sera vraiment intéressant, c'est pour 2021, pardon. On a vraiment une classe qui s'annonce excitante à tout niveau, en attaque comme en défense. Donc voilà, on espère que voilà, c'est une année clairement de reconstruction pour nous cette année, en espérant des jours meilleurs en 2021. Donc au niveau de l'équipe, donc le gros point d'interrogation, c'est donc l'attaque. On est sur la deuxième année du coordinateur offensif Josh Gattis, qui était arrivé en provenance d'Alabama, où il était le coordinateur offensif en 2018. Et c'est aussi lui qui avait lancé Jerry Jeudy, il me semble, parce qu'il était aussi en charge des receveurs. Donc il y avait beaucoup d'attentes grâce à lui dès sa première année. Malheureusement, ça n'a pas été tout rose.
Et la principale interrogation, ce sera au niveau du quarterback. Actuellement, on n'a pas de quarterback titulaire. On a perdu l'excellent Shea Patterson qui avait fait des merveilles du côté de Michigan. Et pour le remplacer, il y a 2 candidats qui sont actuellement en course. Donc, il y a Dylan McCaffrey, qui est un senior qui semble tenir la corde comparé à Joe Milton, qui est le junior en place. Donc, au niveau de la comparaison, McCaffrey tiendrait la corde parce qu'il aura un peu plus d'expérience. Il jouait en backup de Shea Patterson, donc il semble un peu plus expérimenté. Il est meilleur au niveau de la gestion du match. C'est un bon game manager, on peut dire. Par contre, bon, les deux, hein, mais il y a un gros problème de précision. Il faudra qu'ils progressent tous les deux sur ce point de vue-là. Joe Milton, c'est un profil plus athlétique qui pourrait courir un peu plus et qu'on décrit aussi comme un. Il paraîtrait qu'il aurait un bras canon, mais on n'a pas vraiment eu le temps de. On n'a pas eu trop l'occasion de le voir. Donc voilà, moi je ne serais pas surpris que les deux aient du temps de jeu. Bon, j'ai des doutes hein, sur la capacité à Dylan McCaffrey de faire passer un cap à cette équipe. Et je serais pas surpris qu'on voit Joe Milton avec du temps de jeu, notamment dans des matchs un peu moins importants. Et il y aura du test à faire. Je pense que Jim Harbaugh n'a pas encore son quarterback titulaire et je pense que ce sera une question qui va revenir toute l'année. Du coup, vu qu'on a un gros trou au niveau du quarterback, il est clair que le jeu sera tourné vers la course, comme ça l'est depuis en fait des années. Et c'est là où on a vraiment un gros point fort. C'est notre gros point fort hein, au niveau des joueurs en place. Donc le running back numéro 1 sera Zach Charbonnet, qui a couru 720 yards l'an passé, mais 11 touchdowns, donc très bon en zone rouge. On espère qu'il va progresser, notamment, qu'il va apporter notamment à la réception. Mais il peut très bien exploser. Ça peut être vraiment un running back dominant en college football l'an prochain. Il est patient, il a un super cut. Son footwork, il est vraiment, vraiment, vraiment impressionnant. Voilà. Donc, on a beaucoup d'espoir en Zach Charbonnet, surtout qu'il aura beaucoup de ballons. Mais il ne sera pas seul. On a le retour du senior Chris Evans, qui était absent toute la saison 2019, mais là qui revient pour son année de senior. Et Hassan Haskins, qui est aussi un redshirt sophomore, qui, on espère, les deux pourront prendre le relais assez efficacement de Zach Charbonnet. Bon, il y a Blake Corum aussi, hein, le freshman, qui espère avoir du temps de jeu. Voilà, globalement, il y a un comité assez intéressant, même s'il y en a un qui est dominant. Voilà, je vois bien l'attaque portée vers la course. Mais du coup, au niveau du corps de receveur, donc fini Donovan Peoples-Jones, qui a été drafté par Cleveland. Fini Tariq Black, hein, qui a été aussi transféré à Texas, chez les Longhorns de Texas. Donc il reste un receveur du trio magique qui devrait être le receveur cette saison numéro 1, c'est Nico Collins, le senior, qui revient pour notre plus grand plaisir. Donc il sera bien secondé par Ronnie Bell, qui a aussi montré des choses très intéressantes en 2019. Donc c'est bien parce qu'ils sont plutôt complémentaires les deux. Nico Collins, on verra plus sur les extérieurs. Ronnie Bell, on le verra plus sur l'intérieur. Même si pardon. Donc Ronnie Bell, on le verra plus sur l'intérieur, même si tous les deux sont capables d'interchanger. Hein. Voilà, il y en a un qui est meilleur à la séparation, un qui est un peu plus puissant. Mais bon, voilà, on espère que les deux seront de très bonnes locomotives. Ils seront bien. Il y aura sûrement un peu de profondeur. On voit Cornelius Johnson en numéro 3, Giles Jackson, A.J. Henning, donc le freshman. Hein. On espère qu'ils vont pouvoir percer dans ce corps de receveurs. Même si, en principe, comme je disais, on n'a pas beaucoup de. Il y a peu de chances qu'ils aient beaucoup de. Enfin, le jeu sera tourné vers la course, clairement. Donc, on verra, surtout dans les gros matchs. Je pense que
On espère qu'ils auront l'occasion d'exploser. Mais voilà, il y a toujours un doute au niveau du jeu à la passe. Au niveau de la ligne, donc là, c'est le gros point d'interrogation. C'est un peu dommage parce que, surtout quand on a un jeu qui tournait vers la course, mais donc 4 titulaires en moins par rapport à l'année 2019. Donc on a les départs de César Ruiz, Ben Bredesen, John Runyan et Mike Onwenu. Mais on a peut-être le dernier qui reste, c'est le right tackle, Jalen Mayfield, qui semble être le plus gros talent de l'équipe de Michigan. En 2020, il est annoncé comme un futur premier tour de draft NFL. Il sera clairement le leader de la ligne offensive et en plus on peut plutôt compter sur Edward Riner pour le faire, le coach de la ligne offensive, pour le faire passer à un niveau supérieur. Donc en fait il s'était révélé au match contre Ohio State l'an passé, il avait bien contenu Chase Young, c'était pratiquement un des seuls points positifs sur le match de l'an passé face à Ohio. Donc voilà, on espère qu'il prendra le lead au niveau de cette ligne offensive, j'ai aucun doute. Hein. Mais voilà, du coup, à ses côtés, il y aura Ryan Hayes qui sera à gauche. On aura besoin d'un nouveau centre qui sera probablement Zach Carpenter, mais qui n'est pas un centre de formation, donc il faudra voir. Après, il y aura de la rotation et honnêtement, bon, il y a des questions à se poser par rapport à la ligne, même si, comme je disais, le plus gros talent est à cette position. On peut aussi ajouter que on a perdu le Titan titulaire Sean McKeon, et donc il sera remplacé par Nick Banks, qui aura un rôle vraiment important cette année. Probablement plus, il est plus important, enfin, comment dire ça. Il joue un rôle important à la passe, je veux dire en attaque, à la réception. On espère qu'il va progresser au niveau du bloc, car il sera vraiment. On espère qu'il va progresser au niveau du bloc parce qu'il sera vraiment utilisé à ce niveau-là aussi. Donc ça, c'était pour l'attaque. Au niveau de la défense, donc la défense depuis des années, c'est un peu le point fort de Michigan. Malgré les départs, ils arrivent facilement à se renouveler sous l'impact de Don Brown, qu'on appelle Dr. Blitz. Au niveau donc de la ligne, pardon. Au niveau des tackles, Carlo Kemp va revenir pour une 5e année en senior redshirt et il sera secondé par Chris Hinton, un ancien 5 étoiles qui n'a pas encore confirmé, mais qui a beaucoup d'attentes. Il y a beaucoup d'attentes sur son profil. Donc voilà, on espère que au niveau des tackles défensifs, en principe, il y a de la profondeur. Et sur le reste de la ligne, au niveau des defensive end, c'est probablement la plus grosse menace pour toutes les équipes de la Big Ten. C'est le duo qui est censé faire peur à tout le monde. On a Aidan Hutchinson et Kwity Paye. Donc, l'année passée, c'était 22,5 plaquages pour perte et 10 sacs à eux deux. Voilà, donc c'est un duo qui doit faire peur à toute la ligue, même hors conférence. Et c'est la plus grosse menace. Ils sont capables de pass rusher un peu tout le monde. On va dire que Hutchinson est un peu meilleur au niveau du run stop. Kwity Paye un peu meilleur au niveau du pass rush, mais les deux se complètent très bien. Et ils seront bien complétés. Il y a de la profondeur aussi. Donc, je disais, un Bryden McGregor qui est le true freshman. Et apparemment, on a un phénomène athlétique, David Ojebo, qui est un joueur qui vient d'Écosse, qui a commencé le foot à sa saison junior au lycée. Voilà, donc il était élu, même s'il n'a pas joué encore, il était élu meilleur Scout Player of the Year, quelque chose comme ça. Et apparemment, ce sera un phénomène physique. Donc voilà, on a hâte de le voir arriver pour supporter cette ligne offensive. Au niveau des linebackers, malgré les pertes de Jordan Glasgow et Calais Hudson, on aura Cam McGrone qui va récupérer le poste de numéro 1 et qui devrait sûrement devenir le leader en termes de plaquage. L'année passée, c'était 65 plaquages et 3 sacs et demi. Donc voilà, il y a beaucoup d'espérance. Cam McGrone, c'est un joueur qui peut être rapidement dominant également.
complété avec les 2 defensive ends dont j'ai parlé précédemment. Voilà, on a un trio au niveau de la ligne offensive qui paraît vraiment, vraiment intéressant et capable d'arrêter toutes les attaques, on l'espère, en tout cas. Au niveau du backfield défensif, on a aussi eu des grosses pertes. Donc, Laverty et Josh Metellus sont notamment partis. Laverty, le cornerback, et Metellus, le safety. Donc, pour le remplacer, on aura Ambry Thomas. Ambry Thomas qui est apparemment le coureur le plus rapide de l'équipe, qui rentre dans son année senior. Et voilà, c'est quelqu'un qui a du talent, mais qui doit encore progresser. Il n'est pas encore c'est pas encore un shutdown corner. Mais il y a beaucoup d'espoir en lui pour sa dernière saison. Il avait 3 interceptions l'an passé et on espère qu'il va vraiment progresser. Il sera aussi utilisé sur les retours de coups de pied. Donc voilà, c'est quelqu'un qui devra avoir beaucoup de temps de jeu, qu'on devrait voir assez de façon assez importante l'an prochain. Et donc, comme je disais au niveau des safety, on a aussi l'ancien 5 étoiles Daxton Hill, qui est censé récupérer le poste de Josh Metellus. Daxton Hill, qui était la recrue star de 2018, il me semble, 2018 ou 2019. Et, 2019, vous l'avez piqué d'ailleurs. C'est ça. Donc Daxton Hill, qui était la recrue star de 2019, qui est censé passer un gros cap aussi. Il n'a pas vraiment montré toute l'étendue de son talent. Et on espère vraiment qu'il sera conforme à sa réputation de 5 étoiles. Donc voilà, il a beaucoup de choses encore à progresser. Il sera sûrement bien secondé par Brad Hawkins. Voilà, globalement pour le tour des raisons de l'équipe. Au niveau du calendrier, donc on n'a pas les 3 premiers matchs hors conférence, et notamment celui contre Washington en première journée, ce qui n'est pas pour nous déplaire, puisqu'en général, on débute très mal nos saisons. Mais on commencera donc à domicile contre Wisconsin et contre Penn State, à domicile, les 2 matchs à domicile en principe. Donc voilà, on a un gros calendrier d'entrée pour l'année 2020. Avant des déplacements à Michigan State, à Minnesota, il faudra faire très attention. Puis on reçoit Purdue, Maryland, on va à Rutgers, on reçoit Indiana et on finit à Ohio State. Voilà, donc c'est quand même un gros calendrier. On a avec Minnesota et Wisconsin, bon, ce sera vraiment pas facile. Néanmoins, bon, mon objectivité va parler, mais j'espère qu'on fera au moins 7 victoires. Donc je vois des défaites contre Penn State et Ohio State. Je vois pas comment on va pouvoir, malgré un miracle, on ne sait jamais ce qui peut se passer, mais je vois pas comment on peut arrêter l'attaque d'Ohio State. Donc voilà, mon pronostic pour la saison 2020, ce sera 7 victoires à 2 défaites. J'ai un doute sur Minnesota, c'est à voir, quoi. C'est une équipe qui vraiment me fait peur, et comme on va là-bas en plus, j'ai hésité, et je vais rester sur l'optimiste, et donc je vais mettre 7 victoires à 2 défaites. Super, merci beaucoup Charles pour ton intervention. Et puis, comme je vous l'ai dit, n'hésitez pas à aller suivre le compte de Michigan sur Twitter, Michigan France. Merci à toi Charles. On va passer tout de suite à Rutgers du côté du New Jersey. Rutgers qui va nous être présenté par notre cow-boy préféré, Baptiste d'Oklahoma State. Donc merci Elio. Alors là, ça va être changement de décor avec Rutgers. On n'est pas dans les mêmes standards. On n'est pas dans les mêmes standards que Michigan ou Ohio State. C'est vraiment le vilain petit canard de la division, et peut-être même du college football avec Kansas. Mais en tout cas, les dirigeants ont quand même fait du gros changement. Ils ont viré Chris H, le dernier head coach, au mois de septembre, parce que les résultats suivaient vraiment pas du tout, et ont décidé de ramener à la maison Greg Schiano, natif du New Jersey, ancien head coach des Tampa Bay Buccaneers en NFL, et avant ça, head coach des Scarlet Knights de Rutgers pendant une dizaine d'années juste avant. Donc voilà, c'est un peu le retour au bercail de l'enfant du pays. Il a signé pour 8 ans. Ce qui en soi est quand même une preuve quand même ils lui font confiance pour reconstruire tout ça dans le plus grand calme et avec du temps.
Et dans ses valises, il a ramené donc un nouveau coordinateur défensif, Rod Smith, qu'il connaît depuis sa période à Tampa Bay, et en coordinateur offensif, un certain Sean Gleason, que moi je connais bien, puisque c'est tout simplement l'ancien coordinateur offensif des Cowboys d'Oklahoma State. Il est resté malheureusement qu'un an l'année dernière, et avant ça, il avait fait de Princeton le juggernaut ultime de l'Ivy League. Hein. Je crois qu'il n'avait pas perdu, il avait perdu seulement un match de conférence dans ces années princetoniennes. Donc voilà, donc c'était avec un système d'offensif assez novateur. Parfois l'utilisation de 3 quarterbacks sur la même action. Enfin, il y a des highlights assez dingues de Princeton sur YouTube. Je vous conseille d'aller jeter un coup d'œil, c'est assez incroyable. Alors, attaque qu'il n'a pas pu mettre en place totalement à Oklahoma State. Alors, est-ce que c'est. Je vais parler de Spencer Sanders lors de l'épisode sur Oklahoma State. Vous disiez que voilà, c'était peut-être un peu compliqué pour lui. Voilà, donc est-ce qu'il aurait eu, avec un peu plus de temps, il aurait pu le mettre en place à Oklahoma State? La question se pose. Donc voilà, il va essayer de le mettre en tout cas en place à Rogers, où il aura, on va pas se le cacher, moins d'armes qu'à Stillwater. Donc déjà, la question se pose sur le poste de quarterback, puisqu'on sait que normalement ça devrait venir à Arthur Sitkowski, le sophomore. Malheureusement, voilà, c'est encore un peu en suspens. Pareil, il y a Johnny Langman qui était l'ancien quarterback titulaire, mais les deux en fait n'ont pas l'air de donner entièrement satisfaction à Sean Gleason. Donc pour l'instant, on est un peu dans l'expectative pour savoir qui va être titulaire. Puisque voilà, pour faire simple, Rodgers recrute mal. Rodgers a du mal à avoir voilà, des joueurs de grand talent à des postes clés comme quarterback, receveur ou cornerback, parce que finalement ils sont dans le jardin d'Ohio State, du Michigan, de grosses facs qui recrutent sur la côte est, et donc finalement pour eux c'est très très compliqué d'avoir des joueurs tout simplement bons, quoi, on va pas se le cacher. Donc le rôle de Greg Schiano là-dedans, il a dit, c'est de recruter mieux pour avoir tout simplement des ambitions plus importantes sur la saison. Donc du côté, alors heureusement, Schiano et Gleason vont pouvoir se reposer sur le running back Isaiah Pacheco, qui est quand même peut-être la pierre angulaire de l'attaque. Il a fait une saison à plus de 700 yards l'année dernière. Voilà, c'est a priori, ça devrait être un peu la force vive de l'attaque cette année chez les Scarlet Knights. Sean Gleason l'a montré l'année dernière, il n'hésite pas à utiliser le running back quand il le faut. Hein. Je rappelle que Chuba Hobart était le meilleur rusher de la ligue, du college football l'année dernière. Donc je pense qu'on va avoir beaucoup de Pacheco cette année au sol du côté de Rodgers, sachant que voilà, en plus du côté des receveurs, à part Bo Melton, il n'y a pas vraiment de joueurs qui avec des grandes avec de grandes expériences du college football, donc ça va être un petit peu compliqué, sachant que la ligne aussi a beaucoup changé, et à part le garde Lonsdorf, finalement il n'y a que des non titulaires qui arrivent cette année. Donc voilà, ça va être compliqué en attaque pour Rodgers. Et ça va être aussi compliqué en défense. Malgré voilà, l'arrivée de Brandon White en provenance d'Ohio State, hein, le transfuge des Buckeyes, qui devrait apporter de son expérience, puisqu'il a quand même joué 24 matchs, dont 6 en tant que titulaire avec les Buckeyes, donc au poste de safety. Lui et Tyson Fogg, le linebacker, devrait être un peu les forces vives pareil en défense. Fogg qui a un total de 104 plaquages l'année dernière, qui est tout simplement le chiffre le plus élevé pour les joueurs qui reviennent cette année dans la Big Ten. Donc les deux devraient être un peu les pierres angulaires de la défense. Voilà, sur pareil des défenses où, mine de rien, le côté, le front seven est assez expérimenté, notamment au niveau des linebackers, 3 seniors, donc dont Fogg, qui devrait apporter quand même au moins un front seven correct, avec peut-être un peu plus de pression sur le quarterback par rapport à l'année dernière. On savait que l'année dernière, ça a été très très compliqué pour Rodgers, mais ça a été compliqué dans bien des compartiments du jeu. Donc voilà, donc peut-être aussi un petit coup d'œil sur Max Vertov, le defensive end, qui devrait être peut-être la star à venir de la ligne défensive de Rodgers. Alors, pour se projeter un peu sur 2020,
Donc il devait avoir un match contre Monmouth, une équipe FCS. La réception de Syracuse, un déplacement à Temple, donc malheureusement, Rodgers va commencer directement sa saison à Ohio State, donc on connaît plus simple comme début de saison, avant de se déplacer à Illinois, de recevoir Illinois, pardon, d'aller à Purdue, recevoir Indiana puis Nebraska, aller à Maryland, recevoir Michigan, se déplacer à Michigan State et recevoir Penn State. Donc une fin de saison très très compliquée pour les Scarlet Knights. Honnêtement, je vois pas plus d'une victoire là-dedans. Peut-être Indiana à domicile ou Illinois à domicile. Le reste, ça va être quand même très très compliqué. Mais c'est pas très grave. C'est pas l'objectif de Rodgers. On sait qu'ils vont pas être d'un coup d'un seul, voilà, une force vive de la Big Ten, la Big Ten East, voire du college football tout court. Les choses vont se mettre en place petit à petit. Je pense que Greg Schiano est très content d'être de retour. Il y avait un jeu de poker menteur, hein, pour ceux qui n'ont pas suivi l'arrivée, le retour de Greg Schiano. Il y avait un jeu de poker menteur entre lui et, je suppose, le directeur athlétique, hein, parce qu'il voulait un peu avoir un peu les mains libres en termes de recrutement. Il voulait, je crois, si je dis pas de bêtises, au moins un hélicoptère, voire un avion à sa disposition qu'il peut utiliser un peu quand il voulait. Ça avait été un peu refusé au départ. Il a dû accéder à ces demandes. Donc voilà, donc Rodgers est là pour durer. Les contrats de 8 ans de Greg Schiano lui laissent le temps tranquillement de construire son équipe. Voilà, mais il va pas falloir quand même trop traîner non plus. Alors pour rappel, la première saison de Greg Schiano, c'était un 2-9, hein, avec les Scarlet Knights, et il avait fini sur des bilans de 10-3. Il avait même été coach de l'année en Big East. Donc voilà, on sait que c'est quelqu'un qui sait reconstruire. Mais là, ça sera un environnement bien plus compliqué que la Big East des années 2000. Donc wait and see, mais je pense qu'ils peuvent quand même être assez excités parce que voilà, c'est toujours excitant d'avoir un coach qui veut revenir à ses premiers amours. Donc on regardera ça avec intérêt. Voilà. Merci beaucoup Baptiste pour ta présentation de Rodgers. On va rester pas très loin du New Jersey, on va aller du côté de la Pennsylvanie, hein, car nous allons à College Station pour présenter Penn State avec notre ami Guillaume de Florida. Les fameux Penn State, on va dire un peu les contenders dans cette Big Ten d'Ohio State. Voilà, exactement. Donc Penn State, qui a donc pour coach évidemment James Franklin, donc qui va rentrer dans sa 6e saison, si mes calculs sont bons. Donc il est en poste depuis 2014. Donc Penn State l'année dernière, ça a donné une fiche de 11-2 avec 2 petites défaites, une face à Minnesota 31-28 et une face à Ohio State 28-17. Sinon ça a mis du gros score, hein. Pour commencer, contre Idaho 79-7, Buffalo 45-13, Pitt, où ils ont un peu de mal, 17-10, Maryland, le fameux 59-0, on va glisser dessus. Contre Purdue, ils mettent 35-7, contre Iowa 17-12, donc c'était à Iowa qui était à l'époque classé 17e du pays, contre Michigan qui était classé 16e 28-21, 28-7 contre Michigan State. Derrière, on arrive sur la défaite face à Minnesota. Un match compliqué contre Indiana où ils arrivent quand même à gagner 34-27. La défaite face à Ohio State qui met fin à tous les espoirs de gros bowl ou voire même de playoff pour Penn State. Et derrière, une victoire contre Rodgers 27-6. Donc avec tout ça, ça finit en 10-2 et ça va au Goodyear Cotton Bowl Classic où Penn State remporte ce match assez tranquillement contre Memphis 53-39, pardon. Voilà, donc avec cette saison, Penn State finit 9e au classement People entre Bama et Minnesota. Donc ça reste une belle performance. Après, Penn State, on sait que maintenant ils sont quasiment tous les ans des gros contenders à la division, à la conférence et même pour les playoffs, du coup. Donc, pour ce qui s'est passé au niveau du recrutement, donc pour les arrivées, une classe correcte, on va dire, pas rien de bien fou, mais quand même solide,
avec 11 4 étoiles et 16 3 étoiles. Donc, il récupère la 15e classe du pays. Tac. Donc, elle a 3e en Big Ten. Donc, avec les arrivées notables de Theo Johnson, donc le tight end, 3e tight end du pays. Le 7e safety du pays, Enzo Jennings, donc aussi 4 étoiles, évidemment. Et donc voilà, pour les plus gros noms, c'est ceux-là, avec aussi sans oublier Curtis Jacobs, qui est le 35e joueur du pays et 3e à outside linebacker. Donc quelques beaux noms, pas de noms très très flashy, mais beaucoup de noms assez solides. Donc voilà, et pour les départs, évidemment, par la draft, Yetur Gross-Matos qui part au 2e tour à Carolina, KJ Hamler qui part à Denver au 2e tour aussi, John Reed qui part à Houston, donc le cornerback numéro 1 de cette équipe, Cam Brown, le middle linebacker qui part aux Giants, et Robert Windsor, le defensive tackle, qui part aux Colts d'Indianapolis. Sinon, pour rentrer plus en détail sur la saison passée, la saison à venir aussi, du coup, Penn State ont récupéré un nouvel coordinateur offensif, donc Kirk Ciarrocca. Par contre, ce qui a été mis très clair dès le début, c'est qu'ils utiliseront le même système offensif que les années passées. Va falloir qu'ils fassent avec ce qu'il avait déjà. Donc, pour commencer, pour le poste de quarterback, il n'y aura pas trop de bagarre. Hein. Ça va rester Sean Clifford, qui sort d'une belle saison, qui sort avec 2600 yards et 23 TD pour cette interception. Donc, il n'y aura pas de bagarre au poste de quarterback. En termes de rushing, pareil. Il garde Johnny Brown et Noah Kane. Donc, les deux meilleurs rushers de l'équipe, avec en 3e Sean Clifford. Donc, quasiment 100% des rushing yards sont de retour. D'ailleurs, Penn State qui va commencer à peut-être prétendre à devenir le running back you de ces dernières années. Parce qu'on rappelle que Saquon Barkley et Miles Sanders qui sortent aussi de Penn State. Et je mettrai une petite pièce sur Johnny Brown qui va éclater les milliards à mon avis et qui va pouvoir avoir son mot à dire pour les All-American et pour le trophée de meilleur running back du pays. En termes de tight end, toujours pas de problème. Hein. Ils ont celui qui est, selon moi en tout cas, est le 2e meilleur tight end du pays. Donc en la personne de Pat Freiermuth, excusez-moi pour la prononciation. Mais sur les squads du coup de tous les joueurs qui peuvent recevoir le ballon, c'est là où ça va poser problème. Pat Freiermuth, ça va être celui qui revient avec le plus gros nombre de yards, tout simplement, et le plus gros nombre de réceptions. Car KJ Hamler est parti, qui était lui le leader avec 900 yards, un peu plus de 900 yards, et 8 touchdowns. Donc, va falloir trouver des solutions sur ce point-là. Beaucoup de freshmen ou de redshirt freshmen. Donc, ça va être une escouade assez jeune qui va devoir prouver et qui va être, à mon avis, emmené par un tight end, qui va être pour moi le meilleur receveur de cette équipe, avec de grandes chances. Car aussi, dans les top receveurs, il y a Justin Shorter, qui a transféré du côté des Gators de Floride. Donc après, c'est beaucoup de running back, c'est Johnny Brown, c'est Ricky Slade. Donc va falloir trouver du playmaker au poste de receveur. Ça va être vraiment capital pour les gros matchs et pour les espoirs de titre de Penn State. Et très rapidement pour conclure, sur l'offensive line, ça bouge pas trop. Tous les joueurs qui vont être titulaires ont déjà eu de l'expérience en tant que titulaire. Donc ça devrait être solide. Maintenant, par rapport à la défense, ils ont perdu du monde. Ils ont perdu du monde aux 3 niveaux, ça qui est embêtant. Donc avec Yetur Gross-Matos sur la D-line, John Reed sur la secondary et Cam Brown pour le poste de linebacker. On va commencer par là. Le poste de linebacker, c'est le dernier de leurs soucis, pour parler plutôt poliment, avec le retour de Parsons, qui est pour moi le meilleur joueur défensif du college football.
Micah Parsons. C'est un espèce de freak incroyable. Il est fait 6'3", 240 pounds. À mon avis, il court le 40 en 4-4, voire 4-5, max. Si vous avez l'occasion d'aller le voir quelques highlights ou quoi, ou même la saison prochaine des matchs, juste par rapport à lui, donc si je dis pas de bêtises, c'est le numéro 5, numéro 11, pardon. Le numéro 11 de la défense de Penn State. Vous le cherchez sur le terrain, vous savez où est la balle derrière. C'est simple. Il a des instincts incroyables, une vitesse incroyable. C'est pour moi le meilleur joueur du college football en défense. Derrière, sur les DB, il récupère Tariq Castro-Fields, le corner, et le free safety Lamont Wade. Donc il garde de la production. Va falloir aussi que quelques petits jeunes comme Keaton Ellis ou Jonathan Sutherland fassent leurs preuves et fassent leurs preuves rapidement et de façon importante, parce que la défense à la passe de Penn State était vraiment le gros point faible de cette défense qui donnait en moyenne 250 yards par match juste à la passe la saison dernière. Donc le deuxième plus haut total de la Big Ten. Donc quand tu t'appelles Penn State et que tu as des aspirations de titre, ça peut pas rester comme ça. Ça ne passera pas contre les grosses équipes comme on a pu le voir l'année dernière. Donc voilà, moi personnellement Penn State, je les vois finir top 10 pour 2020. Je les vois un petit peu short. En fait, tout va se décider sur le match d'Ohio State, parce que du coup, pour Penn State aussi, les 3 premiers matchs sautent. Donc Kent State, Virginia Tech et San Jose State. C'est dur à dire tout ça. 3 matchs qui sautent, vu qu'ils ont le calendrier seulement intra-conférence. Donc du coup, ils vont commencer en recevant Northwestern, en allant à Michigan, en recevant Iowa et Ohio State, donc le match charnière. Ils vont à Indiana, ils vont à Nebraska, ils reçoivent Michigan State et Maryland, et ils vont à Rutgers. Donc en fait, très clairement, pour moi, je vois pas d'autre solution que soit un 9-0, soit un 8-1. Et 9-0, ils ont une chance d'aller en playoff, une très belle chance d'aller en playoff. 8-1, c'est fichu. Parce que la seule défaite que je vois qui peut arriver, c'est contre Ohio State. Et malheureusement, cette année, je les vois un peu short en termes de production aérienne, que ce soit en attaque ou en défense, pour arriver vraiment à concurrencer Ohio State. S'ils veulent battre Ohio State, faut qu'il y ait une star receveur qui se dégage de tous ces jeunes, et une vraie star en corner, ou en tout cas en DB, qui puisse shut down un peu le jeu à la passe. Donc voilà, moi je leur donne malheureusement 8-1 avec une défaite face à Ohio State, surtout que le match se joue à Ohio State. Merci Guigui pour ta présentation des Nittany Lions. Tout à l'heure, je dis College Station. College Station, c'est Texas A&M. Et Penn State se trouve à State College en Pennsylvanie. Donc des noms qui se ressemblent. College Park aussi à Maryland. Donc voilà, college partout. On va passer désormais à la présentation d'Indiana. Eh bien oui, on va du côté de l'Indiana avec notre ami Augustin de Notre-Dame, fan de Notre-Dame, qui se trouve aussi dans l'Indiana par la même occasion. Augustin. Merci Yo. Alors on va chez nos voisins. Alors eux ils sont pas à South Bend comme Notre-Dame, mais ils sont à Bloomington dans l'Indiana. L'an dernier, les Hoosiers, c'est 8 victoires pour 5 défaites et 5-4 en conf, ce qui leur vaut une 4e place de la division derrière les mastodontes que sont Ohio State, Penn State et Michigan. Évidemment, ils ont perdu face à ces équipes, ainsi que face à Michigan State, qui était classé à l'époque, lors du match. Au niveau des bowls, ils se qualifient pour le TaxSlayer Gator Bowl contre Tennessee. Malheureusement, ils perdent d'un rien 23-22. Donc on peut dire que c'est vraiment une saison réussie pour Indiana, qui avait gagné que 5 victoires lors de l'exercice précédent en 2018 et qui naturellement ne s'était pas qualifié pour un bowl, et ça faisait depuis 2016, il me semble, qu'ils n'étaient pas qualifiés pour un bowl en janvier. Et c'est même la première fois en 26 ans qu'ils réalisent une saison avec 8 victoires. La question maintenant étant de savoir s'ils vont continuer sur la même lancée. Et au vu de l'effectif que je vais vous présenter maintenant, il y a des raisons d'y croire. Mais en revanche, quand tu regardes les matchs
interconférences qui ont été enlevées, du coup, comme ils sont en Big Ten, ça va paraître un tout petit peu plus compliqué. L'intersaison a été un petit peu augmentée du côté d'Indiana. Évidemment, par contre, le head coach Allen, qui sera dans sa 4e saison, reste. Ça bouge un peu chez les assistants. Il y aura un nouveau coordinateur offensif avec Nick Sheridan. Nick Sheridan, c'était l'ancien coach des tight ends et des QB, et il remplace Callens Deber, qui est lui parti entraîner Fresno State. Au niveau de l'effectif, 17 starters sont de retour à Indiana. Alors au niveau de l'attaque, Indiana attendait un bon QB depuis très longtemps, et je pense qu'ils l'ont enfin avec Michael Penix Jr. qui a repris le poste de titulaire qu'il avait aussi partagé l'an dernier avec Peyton Ramsey, qui lui a transfert du côté de Northwestern. On en avait parlé lors de la preview de la Big Ten West. En 6 matchs, il a lancé 11 touchdowns pour 4 interceptions, et il est également une menace à la course. Donc je pense que c'est un joueur qui va step up l'an prochain, puisqu'il pourra s'appuyer en plus sur une escouade offensive presque entièrement de retour, avec notamment le tight end Peyton Undershot. Mais bon, je mets quand même des guillemets sur ce tight end, parce que son retour, il n'est pas acté à 100%, car il a été arrêté par la police sur le campus il y a quelques mois, sûrement un fan des Gators. Et les receveurs Webb Philyor et Ty Freifogel, qui sont 2 top players au niveau des receveurs. Et voilà, donc, ce que je veux dire, c'est que Penix aura toutes les cartes en main pour distribuer des ballons, et s'il ne le fait pas, c'est qu'il est mauvais. Mais attention tout de même, il ne faut pas qu'il se repose sur ses lauriers avec l'arrivée de Jake Tuttle, qui est un quarterback, un ancien quarterback 4 étoiles, qui est en provenance d'Utah en transfert. Mais la grande force de cette attaque, mis à part les 3 receveurs que je viens de vous présenter, la grande force qui va porter le programme, c'est leur running back junior Stevie Scott, qui a couru pour ses 2 premières saisons où il a été titulaire. Il a couru pour près de 2 yards et 22 touchdowns. Il mènera le jeu à la course avec une escouade qui a la profondeur derrière lui. Donc je pense que Indiana devrait, malgré toutes les armes offensives dont ils disposent, ils pourront continuer sur de la spread offense. La running back room comptera sur une ligne aussi entièrement de retour, avec notamment un transfert en provenance de Stanford. Indiana va d'ailleurs aussi en défense récupérer un defensive line qui vient aussi de Stanford. Comme on l'avait expliqué dans une présente preview, Stanford a perdu beaucoup de joueurs sur le portail des transferts. Alors maintenant, passons à la défense. La défense devra élever son niveau de jeu l'an prochain. Ils devront se mettre au niveau de l'attaque qui, elle, sera bien meilleure. Je pense qu'ils vont y arriver, parce qu'il y a 9 titulaires qui sont de retour. Pour des programmes comme Indiana, où il n'y a pas forcément beaucoup de talent, c'est quelque chose qui est forcément bon. Ça sera vraiment une force. Donc la ligne défensive, en plus du transfert qui s'appelle Johan Swan qui vient de Stanford, elle sera au complet avec en tête le senior Jerome Robinson et son compère de Marcus Elliott. Niveau de linebacker, et malgré le départ de Raekwon Jones, qui était le chef de la défense l'an dernier, il y aura Micah Faden qui le remplacera et qui sera donc le capitaine. Son duo avec Cam Jones devra limiter la casse dans une défense qui sera en 4-2-5. Voilà, donc je pense que c'est les linebackers qui joueront un rôle très important, d'autant plus qu'on sait en Big Ten, ça court beaucoup et ce sont de bons run-stoppers. Au niveau du calendrier, il y a des matchs qui sont annulés face à Western Kentucky, Ball State et Yukon. C'est hyper con parce qu'ils allaient tous les gagner à mon avis, et ça risque sûrement de leur coûter un bowl. Ils se déplaceront du côté de Wisconsin, Rutgers, Ohio State et Michigan, et recevront Maryland, Michigan State, Penn State, Illinois et Purdue. Je pense que leur objectif, c'est de viser un 100% de victoire hors le quatuor de la Big Ten, donc Michigan, Ohio State, Penn State et Wisconsin. Je pense que ça me paraît quand même inatteignable de les battre, mais bon, après tout, c'est du college football, on ne sait jamais, mais la raison me dit qu'ils vont perdre. Alors, avec 4 défaites, je pense que leur objectif, ça doit être de viser des victoires face à toutes les autres équipes. Vous, dans vos projections, vous disiez à chaque fois que Indiana devrait être une victime de vos équipes respectives. J'en suis pas si certain. Du coup, je pense que Indiana peut être une breakout team. Ils ont toutes les raisons de step up réellement cette année, avec le retour d'un bon QB,
d'une très bonne offense et une défense qui a pris vraiment de l'expérience avec l'ajout de multiples transferts. Je pense qu'ils peuvent aller chercher le 100% de victoire face aux équipes qui sont, on va dire, pas majeures, entre guillemets. Et voilà, c'était ma projection d'Indiana qui, pour moi, fera de belles choses l'an prochain. Merci beaucoup, Augustin, pour nous avoir présenté Indiana. On va passer pour la dernière équipe, désormais, les Spartans de Michigan State à Lansing, dans le Michigan, les grands rivaux de Michigan, enfin un des deux rivaux, vu qu'Ohio State le sont aussi, de Michigan. Alors, pour commencer, les Spartans, ça sera distribué entre Gus et moi. Pour la présentation, alors les résultats de cette dernière saison de Michigan State, c'est 7 victoires pour 6 défaites et en conférence, 4 victoires pour 5 défaites. Des victoires face à Tulsa, Western Michigan, Northwestern, Indiana, Rutgers, Maryland et Wake Forest au Pinstripe Bowl, sur lequel on va revenir juste après. Des défaites face à Arizona State, Ohio State, Wisconsin, Penn State, Illinois et Michigan. Hormis l'Illinois, je dirais des défaites assez logiques et prévisibles. Alors au niveau de l'AP Poll et des bowls, ils ont été non classés en fin d'année dans l'AP Poll, mais ils ont eu quand même des apparitions à la 19e, 18e et 25e place dans les premières semaines de la saison, après quelques enchaînements de victoires avant que l'équipe s'écroule. Il y a une qualification donc en bowl au Pine Stripe Bowl qui était au Yankee Stadium dans le Bronx à New York, le stade des New York Yankees. Victoire 27-21 face à Wake Forest, le Wake Forest de Jamie Newman qui a transféré, le quarterback qui a transféré cette année à Georgia. Donc voilà, c'était histoire de redonner un peu de sourire quand même au niveau des fans des Spartans en fin de saison. Les mouvements d'intersaison, c'est le départ de l'head coach légendaire du côté de Lansing, Mark D'Antonio, après 13 saisons, mais aussi départ de l'offensive coordinateur Brad Salem et du defensive coordinateur Mike Tressel. Mais Mike Tressel reste dans le staff technique et passe coach safety dans l'équipe. Alors, l'arrivée surprise en qualité de head coach est celle de Mel Tucker, l'ancien head coach de Colorado, une saison à Colorado, et ancien defensive coordinateur sous Kirby Smart à Georgia. Pas mal, il a eu aussi pas mal d'expérience de coach défensif du côté de plusieurs équipes NFL. Mel Tucker, alors qui après une saison à Colorado avait annoncé être totalement impliqué dans le projet et pas vouloir quitter Boulder, finalement a changé de chemise et puis a complètement flip et s'est retrouvé à Michigan State, a décidé d'aller à Michigan State. Ça a surpris beaucoup de fans et ça fait beaucoup de bruit du côté du Colorado et beaucoup de mécontentement, ce qu'on comprend. Et il y a Étienne de Colorado France, de Buffalo France, qui nous en avait parlé dans l'avant-dernier épisode. Ça avait fait pas mal de bruit et donc ça a surpris un peu tout le monde. Il ramène avec lui l'ancien defensive coordinator de Wyoming et Kansas State, Scotty Hazelton. Et il ramène aussi l'offensive coordinateur Jay Johnson, l'ancien offensive coordinateur et QB coach à Colorado avec lui. Donc, il a vraiment donné un sale coup à Colorado, Mel Tucker. Et il connaissait Jay Johnson aussi parce que Jay Johnson était offensive quality control à Georgia. Donc voilà, il se connaissait déjà précédemment de Colorado. Pour la draft, je suis obligé de vous citer un peu ces joueurs parce que ce sont des joueurs qui étaient tous titulaires et importants du côté de Michigan State. Départ au 4e tour du cornerback Josiah Scott du côté des Jacksonville Jaguars. Départ au 7e tour du defensive end, il fait mal celui-ci, Kenny Wilkes chez les Minnesota Vikings. Et puis plusieurs joueurs en drafted free agents, le linebacker Joe Beishi chez les Saints. Beishi, pareil, qui était le maître à jouer de la défense. Le defensive tackle Mike Panasiuk du côté des Las Vegas Raiders. Maintenant, j'arrive pas à m'y faire. Le defensive tackle de Raekwon Williams chez les Eagles. Et surtout, le quarterback Brian Lewerke chez les Patriots. Après, on a aussi en O-line Higby qui part chez les Vikings. Et les deux receveurs les plus importants, Cody White chez les Chiefs et Darrell Stewart chez les Packers. Donc, beaucoup de titulaires qui quittent le navire des deux côtés du terrain, malheureusement. Au niveau des commits, c'est pas top non plus. C'est la 43e classe de commits du pays et la 10e en Big Ten. Ce ne sont que des 3 étoiles. Je vais vous en citer 4 qui sont à peu près les meilleurs que j'ai vus. Il y a l'outside linebacker 3 étoiles, Darius Snow, qui est le 28e meilleur outside linebacker du pays.
Dallas Fincher, le 24e meilleur guard, Jordan Simons, le 43e meilleur running back, et surtout Noah Hakim, le 43e pro-style quarterback, donc qui est le seul quarterback qui a commis cette année. Ce n'est que le 43e dans le pays, donc ça montre un peu le niveau dans lequel a baissé Michigan State. Au niveau des points forts et des points faibles, moi je vais parler de l'attaque et des joueurs à suivre en attaque notamment. Alors déjà, il y aura le quarterback sophomore, deuxième année, Rocky Lombardi. Oui, ça ne s'invente pas comme nom, Rocky Lombardi, qui est un ancien 3 étoiles de la classe 2017 et le 13e Dual Threat en 2017 et qui va normalement s'occuper de l'attaque. Il a été présent pour quelques snaps la saison dernière, mais il s'est quand même fait intercepter 2 fois, malheureusement, pour 0 touchdown. Le running back redshirt sophomore Elijah Collins qui est de retour pour confirmer ses belles promesses de la saison dernière où il avait couru pour 988 yards et 5 touchdowns. Collins qui va vraiment être une clé dans cette offense du côté de Michigan State. L'attaque va quand même rester orpheline des départs de ces 2 titulaires, comme je te disais, receveurs titulaires, Cody White et Darrell Stewart, qui étaient les 2 meilleurs marqueurs à la réception. Les 2 freshmen de la saison dernière, Trey Mosley et Julian Barnett, vont devoir s'occuper des airs, mais est-ce qu'ils ne seront pas un peu trop tendres pour ça ? Ça va être compliqué, sincèrement, ça va être compliqué. Je sens au niveau de l'attaque de Michigan State, c'est vraiment difficile de trouver un vrai point d'appui dans cette attaque, surtout que tous les postes ont été quasiment renouvelés avec beaucoup de départs. Tucker, c'est un coach défensif, il va, à mon avis, avoir du mal à créer une belle offense cette année. Et puis, pareil, Jay Johnson, son offensive coordinateur à Colorado, il avait quand même Steve Montez et Laviska Shenault. Il a pas fait grand-chose de ces 2 joueurs, alors qu'on en attendait bien plus. Donc, je ne suis pas certain que l'attaque ira très bien du côté de Michigan State. Et cependant, le joueur à suivre, c'est l'ancien redshirt freshman Devontae Dobbs, qui était le meilleur guard de la QV lycéenne de 2019, qui devra apporter une belle protection sur la ligne pour sa 2e saison et vraiment sa première saison en tant que titulaire. Pour moi, c'est un joueur qui peut largement avoir sa place à la draft. Et quand je dis sa place à la draft, c'est entre le 1er ou le 4e tour. Voilà, je vais laisser le flambeau à Augustin qui va prendre la suite. Augustin, je t'en prie, mon ami. Ouais, du coup, je pars sur la défense. Donc, tu as déjà un petit peu commenté les mouvements avec Mel Tucker, etc. Donc, vous n'êtes donc pas sans savoir que la défense des Spartans va prendre un nouveau tournant. Une défense qui est quand même très réputée. Mel Tucker est un coach d'inspiration défensive. Je pense que ça fait aucun doute là-dessus. Son CV le prouve d'ailleurs. Il était défensif coordinateur à Georgia et à Ohio State, ainsi qu'en NFL à Cleveland, à Chicago et à Jacksonville. Il y aura également un nouveau défensif coordinateur, comme tu l'as encore expliqué, Elio, avec Scotty Hazelton qui arrive de Kansas State. L'objectif sera de remettre la défense au niveau de celle de 2018, l'année 19 ayant été hyper décevante. Donc, pour vous rappeler un petit peu, Michigan State avait peut-être la meilleure défense du college football il y a maintenant 2 ans. Donc, je pense que ça peut faire partie des objectifs du programme ou de la ligne donnée par Mel Tucker, retrouver ce niveau, retrouver les belles années. Les linebackers devront faire sans la légende du programme, Joe Bachie, qui est parti en undrafted free agent au niveau chez les Saints. Joe Bachie, qui était il y a 2 ans, je m'en souviens encore, prévu au 1er ou au 2e tour de la draft. Donc il a vraiment dégringolé. C'est Antoine Simmons qui devrait prendre le lead. Il avait réalisé 90 plaquages l'an dernier, ainsi que 3,5 sacs et 15 plaquages pour perte. Sa versatilité le rendra indispensable à cette défense et il en sera d'ailleurs le capitaine. Il est également accompagné de Noah Harvey qui s'était révélé lors du dernier bowl game où il avait réalisé presque 20 plaquages, il me semble. Bref, une super performance. Au niveau du backfield, gardez un œil sur le junior, le safety Xavier Anderson et le corner Shakur Brown qui devrait attirer toute l'attention après le départ de Scott en NFL du côté des Jaguars. C'est en revanche un peu l'inconnu sur la ligne défensive avec des jeunes joueurs dont on sait trop peu pour amener une conclusion, mis à part celle de l'inexpérience. Seul Jacob Panassiou qui est une certitude au poste de defensive end. Mais sincèrement, en fait, le bilan de ces joueurs de l'an dernier, ça m'importe peu.
il faut plutôt se concentrer sur l'arrivée de ce nouveau coaching staff tourné vers la défense, réputé pour sa défense, qui devrait faire de ces joueurs qui étaient, comme il l'a dit, pas très bien classés, qui n'étaient pas les têtes de gondole au niveau lycéen, les faire devenir des bons joueurs et en envoyer pas mal en NFL, évidemment. Au niveau du calendrier, les matchs face à Brigham Young, Toledo et Miami sont annulés. Je suis assez frustré de ne pas voir se déplacer Miami chez les Spartans. C'est vraiment deux ambiances différentes, Miami et Michigan State. C'est con, mais bon, ça va être comme ça cette année. Ils accueilleront Northwestern, Michigan, Ohio State, Minnesota et Rutgers, et ils se déplaceront du côté d'Iowa, Indiana, Penn State et Maryland. Alors pour le coup, j'ai bien réfléchi pour la prédiction. C'est hyper difficile d'en faire une. C'est une équipe qui a tellement d'incertitudes, même avec un quarterback pas trop dégueu. Il y a le coaching staff qui change entièrement. Bon, évidemment, ils perdront face à toutes les grosses équipes, Michigan, Ohio State, Minnesota, Iowa et Penn State. Ils peuvent battre Rutgers ou Northwestern. Voilà, je partirai sur un bilan de 2 voire 3 victoires et le reste que des défaites pour Michigan State. Merci Augustin pour cette preview de Michigan State. Tout de suite, eh bien, on va terminer là-dessus. Nous allons faire les pronostics du classement Big Ten East, puis ensuite on va donner nos finalistes pour la finale de Big Ten, qui rassemble la Big Ten East et la Big Ten West. Alors, au niveau du classement, Ohio State en premier? Oui. Sans hésitation. Sans aucun doute. Ouais, sans problème. Et numéro 2, ça me fait mal de le dire, Penn State. Du coup, ouais. Je pense Penn State. Alors, ouais. moi, je voudrais juste dire quelque chose à propos de Michigan. Michigan est une équipe qui se loupe quand elle est attendue. Cette année, elle n'est pas si attendue que ça, cette équipe. Et pourquoi pas inverser un peu les odds, changer de discours et être une équipe un peu underdogs, même si c'est Michigan, quoi. On ne sait jamais. Moi, je les déteste au plus profond de moi, mais j'arrive même à penser ça. C'est vous dire comment j'ai évolué. Je suis devenu plus objectif. Ça dépend un peu. Surtout que le match contre Penn State, c'est à Michigan, au passage. Oui, c'est ça. Et que historiquement, Michigan réussit bien contre Penn State aussi. Mais j'ai quand même beaucoup de mal de mettre Michigan devant Penn State. Ouais. Je dirais sur le papier quand même, on a trop de retard sur Penn State, surtout cette année. Mais c'est vrai que il y a souvent des victoires surprenantes et des défaites surprenantes. Donc c'est vrai que c'est très difficile à pronostiquer quand c'est des gros matchs. Donc à voir. Moi j'espère qu'ils vont gagner. Honnêtement, je pense quand même que techniquement Penn State est supérieur à l'équipe de Michigan en 2020. Donc du coup, on se dirige plus vers un classement Ohio State, Penn State et Michigan en troisième. Ça serait plus là-dessus quand même. Avec Augustin qui met sa petite pièce sur Michigan deuxième, pourquoi pas. Quatrième, on serait tous d'accord. En fait, c'est quasiment le même classement que l'année dernière. Quatrième, on serait tous d'accord pour dire Indiana. Indiana, ouais. Ça dérangerait personne. Ouais, sûr. Pour moi aussi. 100%. Et là, cinquième, passons à la polémique. Rutgers. Cinquième, moi je mettrais Maryland devant Michigan State. Sincèrement, Michigan State, je les vois pas du tout faire une bonne saison. Je mets les Spartans devant Maryland, mais pas de beaucoup, mais il y a un peu plus de certitude du côté de East Lansing qu'à Maryland, mais l'écart se resserre, on va dire. Il se joue à quel moment de la saison Il a qu'un an dernier match de la saison, sachant que l'année dernière, c'est joué à 3 points. C'était pareil, le dernier match, c'est joué à 3 points. Et Michigan State a carrément perdu toute son équipe titulaire, quoi. Sans derrière reprendre énormément de bons joueurs. Donc moi, c'est pour ça, je vois plus ça par rapport à ça. Ouais, mais je pense que le changement de coach va faire beaucoup de bien. Antonio était en fin de cycle là-bas. Et je pense que les joueurs vont être motivés pour faire une bonne saison. Alors ça sera pas une saison college football playoff comme on a connu il y a quelques années, mais je pense que ça risque d'être moins pire que ce à quoi on s'attend. Ouais. Mais là, en vrai, la question, c'est pas qui va être le meilleur, c'est le dernier match. Mais en vrai, sans vouloir être méchant, Elio, c'est pas la question de qui va être le meilleur, mais qui va être le moins mauvais, quoi, en vrai.
Ah oui, non, mais totalement, ouais, complètement. Mais à ce petit jeu-là, j'ai encore du mal à voir Maryland parce que j'ai l'impression qu'il y a plus, et c'est chaud de dire ça, mais il y a plus de points assurés, on va dire, à Michigan State qu'à Maryland. À Maryland, vous êtes ultra dépendant de qui vous allez avoir en QB, de si Rakim Jarrett arrive à produire, si... Ah, mais en défense, à part Cross, j'ai un peu de mal avec votre défense, pour être tout à fait honnête, alors que par contre, à l'inverse, j'adore Cross, votre safety, là. Mais sur ce jeu-là et sur le jeu des blessures et des blessures tout court d'ailleurs, j'ai l'impression que vous êtes encore un poil en retard par rapport à Michigan State. Sincèrement, pour être quand même pas spécialiste, mais enfin ancré sur Maryland, c'est vrai qu'on s'est quand même bien renforcé à des postes clés avec des joueurs qui ont quand même eu une expérience de jeu. Et puis pareil, le poste quarterback, on va avoir un niveau au-dessus normalement. Il y a quand même pas mal de postes qui sont bien renforcés, je dirais. Et pour moi, en fait, ça m'étonnerait pas. Après, ça m'étonnerait pas du tout non plus que Michigan State soit devant, même pas du tout. Mais donc on classerait, on va dire, Michigan State 5e, donc. Et 6e, bon, Maryland devant Rogers, quand même, là-dessus, on va pas. On se chaparde pas. Celui-là, on peut te le laisser, ouais. Et donc, pour terminer, eh bien, on va essayer de trouver les 2 finalistes de la Big Ten en général. Bon, Ohio State, on est tous d'accord là-dessus, Justin Fields et les Paillettes. Et l'équipe d'en face, franchement, alors, on disait en off Wisconsin, parce qu'on avait dit Wisconsin première, mais c'est vrai que Minnesota, ça titille un peu quand même, non? Moi, Ça serait pas je suis super hypé par Minnesota. Moi, je les mets vainqueurs en Big Ten West. Moi, j'ai peur Mais de la après, gueule de bois pour Minnesota. Ça soit un peu une sorte de one hit wonder et que ça ait du mal à assumer la saison passée, surtout quand tu perds ton leader défensif avec Winfield. J'ai vraiment peur de la saison où vraiment tout se passe comme enfin toutes les étoiles pardon s'alignent et que la saison suivante quand t'es attendu et qu'on sait que t'es là et que t'es plus une équipe surprise, c'est pas tout à fait pareil, c'est pas tout à fait la même façon d'appréhender les matchs. Les autres, vous en dites quoi? Moi, je reste Moi, je pense sur quand même Wisconsin. Minnesota, jouer en tant que favori, c'est pas pareil que jouer en tant que bonne surprise. Ils vont quand même avoir peut-être une pancarte sur le dos cette saison. Et même s'ils vont être jouer les premiers rôles en Big Ten West, je vois quand même Wisconsin devant eux. absolument pareil. Eh bien, très bien. Donc, ça sera une finale normalement Ohio State ou Wisconsin du côté de la Big Ten l'année prochaine. Et puis, l'issue de la finale. Bon, soyons honnêtes, on pense tous la connaître. Voilà, en tout cas. On vous remercie de nous avoir suivis pour cet épisode Big Ten qui a duré un peu longtemps, mais c'est vrai que c'est quand même un gros morceau du college football, un énorme morceau même. Donc merci beaucoup de nous avoir suivis. Comme d'habitude, n'hésitez pas à nous poser des questions, vraiment, n'hésitez surtout pas. Nous, on vous fait des bisous, on vous dit à la prochaine. Et voilà pour une nouvelle preview pour la saison 2020. D'ailleurs, bonne nouvelle, la saison NFL 2020 va se jouer. Donc, croyez-moi que, à mon humble avis, en NCAA, ça devrait suivre sur certains points. On va bien voir ça et puis on vous tiendra au courant ces prochaines semaines. Merci beaucoup et à la prochaine. Salut tout le monde. Merci. Salut.